Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'Autotechno. Comme d'habitude, je recevrai des experts pour parler de voitures connectées et autonomes. Et notre débat du jour sera consacré aux nouvelles mobilités, l'un des thèmes phares du salon et qui est d'autant plus d'actualité qu'en ce moment même se tient l'Innovation Forum au Mondial Automobile. Et c'est d'ailleurs juste à côté de ce studio. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Et comme chaque jour, Cindy Lavru du CCFA est là pour la revue de presse. Salut Cindy. Bonjour. Quelles sont les news du jour? Alors aujourd'hui, on peut parler de TomTom qui a noué 3 partenariats, de Volvo qui lance une communication car-to-car et de Schaeffler qui a noué un partenariat avec IBM. Alors on commence par TomTom, ça tombe bien, on a un invité qui est de là-bas. Vous écoutez bien surtout. Donc alors, partenariat chez TomTom. Alors De quoi s'agit-il? voilà, à l'occasion du mondial, a annoncé 3 partenariats de renom avec notamment Skoda pour son nouveau Kodiaq, puis ensuite pour l'ensemble de la gamme, pour l'infotrafic à partir de 2017. Ensuite, TomTom a également annoncé qu'il donnerait son système de navigation, enfin qu'il fournirait son système de navigation à Subaru, à commencer par l'Impreza dès l'an prochain. Et TomTom a aussi, il y a Volvo Trucks qui a choisi TomTom comme fournisseur exclusif de navigation et d'infotrafic. Et côté innovation, TomTom a développé On Street Parking, qui est un système pour trouver une place de stationnement disponible en milieu urbain. Alors, seconde info du jour, un constructeur originaire du nord de l'Europe et racheté par des Chinois entame donc des tests sur la communication entre véhicules. Voilà, donc c'est Volvo qui lance un système de communication dit car-to-car, donc entre véhicules. Donc ça permet de recevoir et d'envoyer des alertes en cas de danger potentiel sur la route. Donc c'est un système développé avec Ericsson, également suédois. Et donc par exemple, il y a des capteurs sur le véhicule, donc sur le système de freinage, sur la direction ou sur l'accélérateur. Et ça permet par exemple de calculer le niveau de friction de la route et au besoin d'envoyer une alerte route glissante, alerte qui peut ensuite être relayée aux autres voitures qui sont dotées du même système et qui se trouvent dans les environs. Et on termine par un partenariat entre Schaeffler et IBM. Alors Schaeffler, je ne sais pas si tu connais beaucoup. Bon, un petit peu quand même. Voilà, c'est un équipementier allemand qui est spécialisé dans les composants de précision et dans les systèmes de moteur. Donc par exemple, sa division automobile produit des composants pour moteur, pour transmission, des choses comme ça. Et il a noué donc un partenariat avec IBM dans le domaine de l'Internet des objets. Donc le but, c'est d'améliorer la chaîne de production et d'analyser à grande vitesse de grandes quantités de données pour prendre des décisions plus rapides, améliorer la flexibilité et l'efficacité des composants pour la production. Cindy, merci et à demain. À suivre un cours de géographie sur les cartes numériques. C'est une question que l'on peut se poser, mais comment sont faites les cartes des GPS? On les utilise tous les jours, mais d'où viennent-elles? Comment on les fait? On en parle ce matin avec David Barbier de TomTom. Bonjour. Bonjour. Alors, comment sont réalisées vos bases de données? Alors aujourd'hui, TomTom propose une cartographie de plus en plus intelligente qui combine de manière innovante différents processus de mise à jour. Alors je peux en citer les trois principaux. On base notre mise à jour tout d'abord sur la communauté. Donc ce sont les clients qui remontent les informations. Tout à fait. Donc nos utilisateurs TomTom qui vont remonter de manière active des informations, par exemple un nouveau nom de rue, en sachant qu'il y a à peu près entre 18 et 20 000 nouveaux noms de rue tous les ans en France qui sont créés, ou alors de manière passive, c'est-à-dire qu'on va récupérer les traces de nos utilisateurs. De façon anonyme donc. De façon tout à fait anonyme, et qui vont nous permettre de détecter des nouveaux sens de circulation, de nouvelles limitations de vitesse ou de nouveaux axes routiers. Là où on n'avait pas de cartographie, eh bien, on peut détecter un nouvel axe routier. D'accord. Deuxième méthode. Deuxième approche, les autorités publiques qui, grâce à une directive européenne, STI, sur les systèmes de transport intelligents, nous pousse de plus en plus d'informations dynamiques ou statiques. Donc des informations liées aux conditions météorologiques, par exemple, vont être poussées et on va récupérer ces informations-là à travers nos cartes. Et le troisième pilier de mise à jour, ce sont nos vannes qui vont collecter des informations, des images. Les vannes donc des véhicules utilitaires. Voilà, des véhicules utilitaires qui sont bardés de caméras et de dernière technologie,
qui vont collecter à la volée des images de l'environnement routier. On va les découvrir justement en images derrière vous. Donc ils sont un peu équipés comme des Google Cars, hein, quelque part, ces vannes. Tout à fait, donc on a des caméras. En tout cas, ça coûte presque aussi cher. En tous les cas, ça coûte assez cher, effectivement. Et donc en fait, on circule sur les voies. À peu près 300 000 km de voies en France, simplement, sont circulées tous les ans. Et on va stocker ces images. Donc il faut imaginer une grande capacité de stockage d'images pour pouvoir interpréter ces images, j'allais dire entre guillemets, tranquillement au bureau. Donc on peut imaginer nos cartographes aujourd'hui avec plusieurs écrans, avec ce que vous voyez derrière moi, le réseau routier. Ça, ce sont les futures cartes en fait pour les véhicules autonomes. Hein. Tout à fait, oui. Donc ce sont des images 3D qui vont nous permettre de représenter de manière simplifiée les voies de circulation, les voies sur lesquelles on roule, et qui vont simplifier la cartographie pour un confort accru dans les voitures et pour conduire de manière plus confortable avec une consommation peut-être moins excessive du carburant. Alors sur un nouveau technique, c'est intéressant parce qu'on découvre l'animation. Donc en fait, la voiture a un capteur laser, donc elle envoie plein de points 3D à la seconde, et tout ça recrée virtuellement en fait l'environnement de la route. Tout à fait. Donc à la seconde, par exemple, pour vous donner une image, on capture 700 000 points 3D à la seconde. Donc ça va faire 800 gigaoctets d'images capturées à la journée. On remplit un disque dur chaque jour, quoi. Oui, c'est assez impressionnant. Et donc l'idée, c'est comme on voit, de représenter très bientôt les différentes voies au sol pour savoir dans quelle voie on circule. Oui, parce que le véhicule autonome, il devra savoir effectivement s'il est sur la file du milieu, la file de gauche ou celle de droite. Oui, voilà. Et au final, ça serait inutile de faire aller son clignotant pour changer de file. Le véhicule saura s'il doit rester sur cette file-là ou s'il doit aller sur la file de gauche ou revenir sur sa file initiale. Alors, une question quand même, parce que sur un système de navigation, on a la carto sur un disque dur. Là, on parle de cartes ultra détaillées, donc ça veut dire des gigaoctets. Comment vous allez faire pour finalement que ça puisse être stocké dans la voiture? Oui. Est-ce que ça sera le cas d'ailleurs, ou est-ce que ça transitera par une liaison sans fil? Alors ça transitera par une liaison sans fil. Effectivement, les voitures seront connectées et on imagine dans un futur assez proche que les voitures pourront détecter par exemple une nouvelle limitation de vitesse. Donc par exemple aujourd'hui dans notre base de données nous avons une limitation de vitesse de 90 km/h. Si le panneau est différent dans la réalité, la voiture le détectera et nous remontera l'information pour qu'on puisse mettre à jour nos cartes. Donc tout ça dans le cloud, en fait, ça sera de façon automatique. Tout à fait. Et l'idée, au final, c'est d'avoir une mise à jour de carte sous 48 heures. Donc avoir vraiment une cartographie intelligente et qui permet une conduite optimale et d'optimiser également le trafic routier. Ce qui est étonnant, c'est quand on voit l'histoire de TomTom, parce que moi je me rappelle très bien des débuts, hein, c'était à l'époque des premiers PDA, oui. Il y a eu ensuite les GPS portables. Ce monde de la navigation, ça a changé de façon incroyable. Oui. En quelques années, puisque TomTom en fait a racheté Téléatlas, donc qui était un fournisseur de cartographie. Oui, parce qu'avant TomTom était juste un fabricant de GPS. Oui, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et en fait, TomTom a voulu vraiment investir sur la recherche et développement de manière importante pour justement proposer aujourd'hui une cartographie innovante et la plus intelligente possible par rapport à son environnement. Merci David Barbier. À suivre les services connectés chez DS. Yves Bonnefond, directeur général de la marque DS, est avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Bonnefond. Bonjour. Merci d'être présent. On rappelle que DS est la marque premium du groupe PSA et c'est elle qui en général inaugure en avant-première les services les plus exclusifs en matière de connectivité. Oui, la connectivité c'est quelque chose de très important pour la marque DS et 70% des voitures que nous avons vendues en Europe depuis le début de l'année sont connectées. Et vous voyez en Chine c'est même je crois 97% de voitures connectées. Et ces voitures, finalement, elles offrent des services concrets au quotidien pour nos clients. Le premier service d'une voiture connectée, c'est déjà la sécurité. Parce que quand vous avez un déclenchement d'airbag, ce qui malheureusement ça, c'est pour l'appel d'urgence. Arrive, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on est capable de prendre contact
avec le client de manière proactive dans sa voiture grâce à cette connectivité, et puis de savoir un petit peu comment ça se passe pour lui. Et si malheureusement le client ne répond pas, on est à ce moment-là capable de communiquer les coordonnées GPS de la voiture aux services de secours qui peuvent intervenir très rapidement. Donc vous voyez, ça commence par des choses très très concrètes, la voiture connectée. Alors, il y a aussi l'application MyDS qu'on va découvrir en images. Donc là, en fait, c'est l'univers un peu personnel. Il y a une interaction entre le véhicule et le client. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'habitude d'appeler cette application MyDS l'application compagnon de la voiture. Et je pense que de plus en plus, nos clients souhaitent avoir une continuité, une forme de continuité entre avant la situation de conduite elle-même et puis la suite. Et donc pour ça, nous avons développé cette application MyDS qui donne cette continuité, par exemple sur des fonctions de guidage. Vous pouvez tout simplement au bureau avant de partir vous dire bah tiens, dans combien de temps il faut que je parte maintenant parce qu'il y a des bouchons et je voudrais avoir d'informations liées au trafic en temps réel. L'application vous suggère que c'est le moment de partir. Vous montez en voiture, l'application se réplique sur votre écran et vous guide. Et puis vous arrivez à destination, vous garez la voiture et là vous avez le guidage sur le dernier kilomètre à pied qui vous emmène jusqu'à votre destination finale. Et puis dans le sens inverse, vous retrouvez la voiture. Si vous n'avez pas fait attention, là où vous l'avez garée, l'application vous ramène jusqu'à votre voiture. Donc effectivement, on a cette continuité de service qui est de plus en plus présente. Alors, il y a aussi des services par rapport à la localisation, le tracking. Donc, si on prête sa voiture, par exemple, on peut savoir où elle se trouve, dans quel périmètre. Alors, on peut effectivement savoir, donner un périmètre, indiquer un périmètre et être alerté quand la voiture quitte ce périmètre. On peut aussi, bien sûr, si on se fait voler sa voiture, ce qui peut arriver, eh bien, tout simplement en déclarant ce vol sur le site de DS, eh bien, les autorités sont informées des dernières coordonnées GPS connues de la voiture au fur et à mesure que ces coordonnées sont mises à jour. Et donc, évidemment, ça vous aide à retrouver votre voiture rapidement. Alors, DS, c'est du premium. Il faut donc des services un peu différents, plus haut de gamme. Et justement, donc, à l'occasion du mondial, vous avez annoncé donc, le service Valet Parking. Oui, le Valet Parking fait partie d'une initiative pour l'ensemble de nos clients que nous appelons Only You. Et ça, c'est la nouvelle signature pour la marque. DS. Voilà. Et je pense que ce simple nom en dit long de la manière dont on a voulu mettre le client au centre de cette stratégie de service. Et effectivement, nous avons choisi sur le mondial de proposer un service un peu magique qui est que tous nos clients qui téléchargent l'application MyDS peuvent réserver un service voiturier qui les attend ici à l'entrée du mondial, prend leur voiture, va la garer, et puis quand ils veulent quitter le mondial, bien, il suffit qu'un quart d'heure avant, ils nous disent « ça y est, je vais quitter le mondial » et on leur ramène la voiture là où ils l'ont trouvée. Et nous allons lancer ce service en commençant par Paris dans les semaines qui vont suivre le mondial. C'est un service très innovant pour lequel nous travaillons en fait avec un réseau de start-up. C'est ce que j'allais vous poser comme question justement. Ouais. Absolument. Et donc nous fédérons un réseau de start-up. Donc nous allons lancer le service très rapidement à Paris et j'espère bientôt dans toutes les grandes capitales du monde. En un mot, qu'est-ce qui nous attend dans les 1-2 années qui viennent? Plein de choses. Plein de choses. Vous savez, la marque, elle est en construction puisque la marque DS, comme vous le rappeliez, est la marque premium du groupe PSA que nous avons créée il y a maintenant 2 ans, même si on a la chance de s'appuyer sur 60 ans d'histoire. Et la marque, en fait, progresse toujours sur 3 piliers. Un pilier produit, très important pour l'automobile. Et là, on a plein de nouveautés qui sont dans les tuyaux et on pourra en reparler dès qu'elles seront là. La marque s'appuie aussi sur un réseau. Il faut savoir que depuis 18 mois en Europe, nous avons ouvert en moyenne un DS Store ou un DS Salon, donc un point de vente dédié à DS, chaque semaine. Et nous allons continuer et même accélérer sur ce rythme. Et puis bien sûr, 3e pilier, l'expérience client. Et là, c'est le programme Only You qu'on était en train d'évoquer. Yves Bonnefond, merci. Je vous dis bon voyage car vous allez assister ce week-end à la reprise du championnat de Formule E à Hong Kong. On enchaîne avec le débat du jour. Et le débat du jour est consacré aux nouvelles mobilités, autopartage, covoiturage, VTC et peut-être un jour les taxis autonomes. Autant de thèmes qu'on va aborder avec nos invités du jour. Nous avons sur ce plateau, allez on commence de ce côté-là, donc Christian Serré-Anekini de PSA. Bonjour, vous êtes en charge des activités d'autopartage et de flotte. Nous avons donc Camille Henry pour Drivey. Drivey qui est une société bien connue dans le domaine de la location entre particuliers.
Christophe Chevreton, Renault, vous occupez du service Mobility. Absolument, Et je bonjour. précise que dans une précédente vie, vous étiez spécialiste des voitures électriques. Vous savez tout. Ouais, c'est un peu mon métier. Et pour Blablacar, Verena Butte-Despou, vous êtes en charge de la communication. Bonjour. Blablacar qui est une licorne, on le rappelle et on expliquera naturellement tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors on va commencer avec PSA. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des annonces juste avant le mondial, conférence de presse de Carlos Tavares, le PDG, il y avait les Mobility Days et vous avez lancé la nouvelle marque Free to Move. Alors, on a une petite vidéo qu'on découvre à l'instant à l'écran. Alors, de quoi s'agit-il, Christian Serenekini ? Alors pour remettre ces annonces dans leur contexte, Carlos Tavares avait annoncé au mois d'avril un nouveau plan stratégique, Push to Pass, qui donne des nouvelles orientations à l'entreprise. Et un des points majeurs de ce plan, c'est le fait que les services de mobilité sont maintenant un nouveau core business pour le constructeur automobile qu'est PSA. C'est là qu'on voit que le groupe a changé. Hein. Le groupe est en pleine évolution et on a, au travers de ces annonces qui ont été faites, la matérialisation des premiers éléments dans cette direction-là, avec une marque Free to Move qui va nous permettre de fédérer l'ensemble des offres de mobilité que l'on fait aux clients, et puis un certain nombre d'éléments concrets, un partenariat avec un pionnier de l'autopartage qui s'appelle Communauto, qui a été le premier à faire de l'autopartage en Amérique du Nord, un acteur canadien, et puis tout un certain nombre de partenariats dans des domaines différents, comme les flottes connectées, partenariat avec Masternaut, qui suit un partenariat avec TomTom. Donc dans tous ces domaines, sont des éléments concrets qui montrent la nouvelle direction que prend le groupe PSA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous investissez aussi dans des startups. Je pensais par exemple à Coolicar, Travelercar. Absolument, donc on est en train de développer un écosystème de partenaires, donc Coolicar, Travelercar, Communauto, des gens qui connaissent très très bien leur domaine. On a annoncé également récemment le partenariat avec le groupe Bolloré dans le cadre de l'autopartage. On a aussi investi dans une JV commune. Pour nous, il est extrêmement important sur ces nouveaux domaines de travailler avec les gens qui connaissent déjà, qui connaissent ces marchés de très près et qui vont nous aider à développer les meilleures solutions pour nos clients. Donc on est très humble dans notre approche et on travaille avec des gens que l'on va aider à grandir, qui vont nous aider à grandir aussi. Et c'est le sens de ces différents investissements avec des profils très différents. Ça peut être des petites startups, ça peut être des acteurs plus industriels comme Bolloré, des acteurs français, des acteurs canadiens, une grande diversité dans notre approche. Pas d'exclusivité. Petite question pour Christophe Chevreton, Renault. Est-ce que vous prévoyez, vous aussi, si ce n'est pas déjà le cas, d'investir dans des startups ? Alors c'est une excellente question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. Sachez que nous sommes en contact avec tous les acteurs du marché, par exemple les personnes autour de cette table. Donc en fait, justement, ça sera la question d'après. ça sera la question Et je leur poserai d'après. directement, Ça évidemment. sera la question d'après. En fait, au moment où je vous parle, nous ne nous interdisons absolument rien. Nous avons commencé dans une première étape par construire nos offres en s'appuyant sur les forces de Renault, lesquelles forces de Renault sont évidemment une gamme de véhicules, en particulier le véhicule électrique, mais pas seulement, les véhicules utilitaires légers aussi, s'appuyer sur la capillarité du réseau, 550 points primaires, 3500 agents. En même temps, un élément extrêmement important, peu de gens le savent forcément, mais en fait nous sommes déjà un acteur de la location courte durée avec notre franchise Renault Rent. Oui, c'est vrai. 10 000 C'est vrai. voitures en parc, 1500 VU. Et puis en fait, on a aussi, parce que c'est bien, toutes ces nouvelles approches d'autopartage, mais il faut maîtriser le cycle complet de vie du véhicule. Et on est en fait le premier acteur de la vente de véhicules d'occasion en France, avec près de 220 000 véhicules vendus à particuliers. Alors, et dites pas remarquetés. tout de suite parce que j'ai des questions quand même pour vous après. Mais D'accord. d'abord, Verena, pour Blablacar, finalement, alors est-ce qu'effectivement, il y a des... Comment vous réagissez par rapport à ce rapprochement entre le monde des constructeurs et celui des startups ? Je pense que c'est très encourageant de voir que toutes les parties prenantes autour de la mobilité, autour de l'expérience de la voiture, s'unissent pour réfléchir sur quelles vont être les solutions intelligentes de demain. Et on est tous prêts à prendre part à ce dialogue. Et de là ne peuvent émerger que justement qu'une innovation avec un réel impact sur la mobilité pour tous. Donc c'est très encourageant. On est au début, à mon avis, on le disait tout à l'heure, on est en train un peu de définir l'univers du possible. Et donc il y a la place à l'imagination, à l'innovation. Je pense que c'est une époque très encourageante. Et pour une fois, on est entre Français, ce qui est bien aussi. Camille Henry pour Driver. Oui, nous aussi, on est vraiment partants et on discute beaucoup avec les constructeurs.
avec d'autres acteurs aussi de l'automobile. Il y a énormément de choses à faire ensemble. Nous, on a un parc de voitures de particuliers qui se louent entre eux. On peut imaginer des partenariats avec des voitures de Peugeot, de Renault, des voitures qui seraient adaptées déjà au partage dès leur sortie de l'usine. Donc il y a vraiment plein d'idées, on en a plein et je pense que les constructeurs aussi. Je reviens à vous, Christophe Chevreton, parce que donc Renault a lancé un service qui s'appelle Mobility. Oui. On va découvrir quelques images, quelques photos en fond d'écran. C'est quelque chose qui est apparu d'abord à La Défense, près de Paris. Tout à fait. On en est où aujourd'hui? Alors ça, c'est une partie de l'offre. En fait, on a travaillé sur 2 offres, ou plus exactement 3 offres très concrètes. En fait, on s'est rapproché de nos clients et on a identifié les besoins. Premier besoin identifié, collectivités locales et entreprises. Et donc, on a construit une offre Renault Mobility de prestations qui consiste à mettre à disposition des solutions à bord des véhicules, bien sûr, mais en même temps des solutions et des technologies à l'extérieur des véhicules, c'est-à-dire applications smartphone dédiées, sites internet dédiés, pour permettre à une entreprise qui souhaite faire l'autopartage avec ses propres véhicules, ses propres parcs, de le faire. Deuxième besoin identifié, le grand public. Et là, on s'appuie sur notre réseau Renault Rent. Je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, mais il y a quand même 450 agences en France. Et donc là, en fait, de la même façon, on a fabriqué des solutions qui permettent de faire l'autopartage. Et cette fois-ci, l'idée étant d'avoir des véhicules en libre service disponibles, bien sûr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on peut réserver pour 1 heure, pour une journée, voire pour un week-end. On est vraiment facturé à l'utilisation. C'est vraiment l'offre grand public. Et puis, il y a une offre mixte, 3e offre. Cette offre mixte qui est toujours un besoin pour les entreprises et les collectivités locales, qui consiste à dire « je veux mettre en place un service d'autopartage, mais je ne veux m'occuper de rien. Je ne veux pas être l'opérateur de ce service. » Et là, de la même façon, on s'appuie sur notre réseau et la capillarité de notre réseau. Vous faites le back-office, quoi. On fait le back-office et on met à disposition 20 véhicules, 10 véhicules, 100 véhicules, pourquoi pas. Et cette fois-ci, vous avez un exemple derrière qui est sur notre site. Vous avez vu ça, c'est bien fait, hein. On a Bravo. tout prévu. Hein. Bravo. Et donc là, on met à disposition de l'entreprise ou de la collectivité locale un parc qu'on opère entièrement pour elle en s'appuyant sur la capillarité de notre réseau. Dernier point sur ces offres, c'est extrêmement important. Nous les lançons à l'heure actuelle. Ça veut dire que c'est extrêmement concret. Là, maintenant, pendant qu'on se parle. Au moment où on se parle, Renault Mobility existe. Et en fait, on est en train de le présenter à nos clients entreprises, entre autres. Ce qu'on nous raconte était donc vrai. Alors, ce qui est Absolument. amusant, c'est qu'avec Renault et PSA, vous avez un point commun, c'est que Bolloré est votre partenaire pour l'autopartage, donc y compris pour vous depuis quelques temps, en fait, Monsieur Serenakini. Oui, absolument. Donc, on va introduire des véhicules à Bordeaux et à Lyon, dans les dispositifs Bluely et Blue Cube. On est effectivement partenaire dans l'autopartage, donc qui est un métier qu'on pratique déjà. On a un dispositif. Ça se passe en France, peut-être un jour en Amérique. Si je lis bien la presse. Il y a beaucoup de plans qui sont en train d'être étudiés. Effectivement, on a une vision mondiale sur ces business-là. On est certain que les demandes des consommateurs et le mode de consommation de l'automobile évoluent partout. Et ça n'est plus un unique phénomène de quelques pays avancés. C'est vraiment à l'échelle mondiale, dans toutes les géographies. Donc on se place d'emblée à cette échelle-là. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas forcément tout au départ en France. Autopartage, on a un dispositif à Berlin avec maintenant 350 véhicules qui existe depuis 4 ans. Donc on fait un certain nombre de choses de manière globale. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est pareil pour Drivey, Blablacar d'ailleurs. Alors justement, Verena, on va parler de Blablacar et on va découvrir, pendant qu'on se parle, quelques images de votre stand, parce que c'est une grande première, vous êtes au Mondial de l'automobile. C'est quand même intéressant de voir que vous vous trouvez sur ce salon, qui est un salon de voitures pourtant. Et on est très heureux d'y être. L'idée, effectivement, c'est que Blablacar fait partie de l'écosystème automobile. L'usage. Et puis quel écosystème? Il y a quand même quelques millions de clients. Exactement. On est à plus de 35 millions de membres aujourd'hui au sein de notre communauté de covoitureurs. Des membres qui sont actifs. C'est presque la population des conducteurs français quand on y songe. Et puis surtout, ce sont des membres très actifs, c'est-à-dire que chaque trimestre, on a à peu près 12 millions de voyageurs chaque mois. Pour vous donner une idée, c'est quasiment 4 fois le volume de voyageurs sur l'Eurostar. Donc on est vraiment devenu une infrastructure finalement en optimisant les places vides dans les voitures. Donc tout cela tourne
autour essentiellement de la voiture, de l'expérience dans la voiture et de la mobilité. Donc il est important d'être ici, de venir au-devant de nos conducteurs qui aiment les voitures, qui sont présents, et du coup c'est une façon aussi de pouvoir échanger avec eux. Et puis, comme nous le disions auparavant, d'échanger avec des partenaires potentiels et d'imaginer la mobilité de demain ensemble. Alors Drivey, donc je le disais, c'est pareil, donc positionnement international. On va découvrir vous aussi quelques petites images sur ce que vous faites. Donc location entre particuliers et de plus en plus connectée. Oui, on a lancé en fait récemment Drivey Open, qui est une technologie qui permet d'ouvrir et de fermer le véhicule d'un particulier avec son téléphone. Donc le propriétaire n'a plus besoin d'être présent physiquement pour donner les clés. Le locataire les récupère à l'intérieur du véhicule. Bien sûr, c'est sécurisé. On a toute notre expertise à nous de plusieurs années qui a été appliquée sur cette technologie. Et donc aujourd'hui, ça vous permet de louer votre véhicule plus souvent et pour le locataire de louer pour des plus courtes durées et d'accéder vraiment en 5 minutes à un véhicule. Donc l'expérience est vraiment intéressante et les locataires en redemandent en fait. Merci, on va marquer une petite pause avant d'accueillir un nouvel invité. Voilà, Camille Henry de Drivey nous a quittés, mais on la remercie pour son passage. Et nous accueillons Karim Ferchiou, le fondateur de Voitures Noires. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un acteur du VTC. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise? Attention à ne pas taper le micro sur la table. Merci. Voitures Noires, donc on est le premier opérateur économique de la nouvelle mobilité qu'on connaît à travers le monde du VTC. Nous, on est une marque B2B, donc le grand public ne nous connaît pas encore. Mais c'est pourtant vous donc qui fournissez les voilà, nous, chauffeurs on de est en VTC. termes d'investissement de chiffre d'affaires devant des entreprises très connues comme Uber et bien d'autres encore. Et effectivement, nous, si vous utilisez ce genre de service, vous êtes déjà monté dans une de nos voitures. Et on découvre les images de Voitures Noires. Ils ont un stand incroyable. On va y revenir après. Mais Voilà, allez-y. Hall 4, n'hésitez pas à venir nous voir. À peu près un véhicule sur 4 en France avec chauffeur, c'est une voiture noire. Et donc nous, notre modèle C'est économique... sympa la Lamborghini là, pour VTC. Hein. Ouais, C'est pour- l'offre ça- premium, non? Ça C'est- fait partie de notre programme qu'on appelle hashtag et toi tu loues chez qui. En gros, l'idée est de dire, comme quand on vient acheter dans des belles marques, on n'achète pas qu'une voiture, on achète l'univers qui va avec. Chez Voitures Noires, c'est pareil, vous n'achetez pas, vous ne louez pas qu'une voiture, vous louez tout un ADN de marque qui s'accompagne, que ce soit des services, mais aussi des valeurs. Notre leitmotiv, c'est de dire on s'adresse à des gens à qui on ferme toujours les portes et nous, on va toutes leur ouvrir. Alors, vous avez lancé un défi, c'est recruter 1000 personnes. Ça fait de l'emploi le VTC. On l'oublie, mais c'est vrai. Ça fait beaucoup d'emplois et je pense que personne ici va nous contredire que la mobilité est un secteur d'avenir et que ces nouvelles formes aussi sont porteurs de grandes valeurs économiques. La toute première d'entre elles, et on le revendique haut et fort, c'est qu'on est sur des secteurs qui sont d'utilité publique. Pourquoi? Parce que le besoin de mobilité a explosé ces dernières années, l'offre n'a pas eu tout suivi. Donc on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas le choix. La mobilité, elle doit s'adapter. Il y a des enjeux écologiques qui sont de plus en plus forts. Et de la même façon, on n'a pas le choix. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire des grèves de la faim, on peut bouder dans le coin d'un ministère, mais c'est comme ça. C'est plus fort que nous, ça va nous tous, ça va au-delà des actions que nous faisons tous. Je crois qu'on a bien entendu le message. Alors, question aux deux constructeurs automobiles, parce qu'on voit que certains grands noms de l'auto s'associent avec des Uber, avec des Lyft. Je pensais à General Motors, Volvo, mais aussi par exemple Toyota. Comment on analyse cette situation chez PSA par exemple? Ouais, je pense que c'est un domaine, comme on l'a dit, qui est entièrement intégré dans les nouvelles mobilités, les nouveaux besoins de services des clients pour se déplacer. Il y a plein de manières de collaborer avec des acteurs de ce domaine-là, pas uniquement des prises de participation On fournit les médiatiques. voitures par exemple. Voilà. C'est plus sympa de voir des Peugeot, des Citroën et des DS. Ou des Renault, on bien fournit sûr. effectivement des flottes de Plutôt que des Peugeot Mercedes, 508 hein, c'est ça. par exemple pour certains acteurs du domaine. Donc effectivement, on travaille assez étroitement dans ce domaine également, comme les autres domaines de la mobilité qui vont de la location assez classique que l'on fait dans le réseau avec Peugeot Rent, Citroën Rent, etc. Et puis bien évidemment jusqu'au scope des VTC et de ce type de mobilité.
Christophe Chevreton. Ouais, de notre côté, les VTC sont vraiment des clients importants, j'allais dire. La Talisman, elle pourrait aller par exemple dans la flotte. Exactement, elle pourrait tout à fait aller. Nous sommes en contact avec les VTC. Nul doute que Karim a un interlocuteur Renault qui vient le visiter. Non, puis Je alors, crois lui, même que- je crois même que il je la achète en connais. grand volume en plus, attention. Je hein, crois donc, même que je la connais très bien. Et donc, en fait, effectivement, on sait en plus que c'est une brique extrêmement importante dans cette chaîne des nouvelles mobilités. Et on s'intéresse aussi bien à la fourniture de véhicules qu'à tous les partenariats qu'on pourrait faire ensemble, autour de l'autopartage, par exemple. Verena, en un mot, tout ce qui est VTC, comment vous regardez ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'auto est de plus en plus partagée. Hein, c'est covoiturage, autopartage, c'est plein de formes très différentes d'usage finalement. Tout à fait. Alors la réalité des VTC est une réalité très urbaine. Nous, on est sur un segment qui est longue distance, de ville à ville. Le trajet moyen sur C'est des Blablacar, gens qui partent en c'est- week-end, qui Voilà, vont voir leur famille par exemple. En moyenne, c'est 300 km un trajet Blablacar. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, en ville, dans le contexte urbain, il y a beaucoup d'alternatives de mobilité pour les personnes qui cherchent à se déplacer, même au sein des VTC. Alors qu'en fait, sur le longue distance aujourd'hui, pour optimiser l'usage de la voiture, voilà, on voit qu'on passe essentiellement aujourd'hui par Blablacar pour une réalité qui est disons plus abordable, plus amicale et plus optimale. Karim Ferchiou, le véhicule autonome, ça vous intéresse? C'est vrai que c'est l'une des thématiques du salon, on en parle de plus en plus. Et finalement, vous êtes aux premières loges quelque part pour accompagner cette grande évolution. Alors nous, ça nous intéresse beaucoup. On est très proche de certains constructeurs sur ces sujets-là. Mais je crois qu'il faut sortir un peu du fantasme technologique, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de technologie. Plutôt la voiture assistée, quoi, Voilà. on pourrait dire. En gros, aujourd'hui, la technologie, elle est aux portes de nous permettre d'avoir un véhicule totalement autonome. Mais je crois qu'il y a trois enjeux. Il y a un enjeu juridique, bien évidemment, qui est de dire quelle est la responsabilité, qui prend la responsabilité, non pas quand la voiture roule et tout va bien, mais quand il y a un accident, et ce n'est pas un problème technologique. Quelle va être la nouvelle responsabilité des réseaux d'entretien, puisqu'ils auront encore plus de responsabilités sur la sécurité du véhicule. Qu'est-ce qui se passe en cas de vol de voiture? Ça, c'est l'ancien assureur que je suis qui explique tous ces sujets. Mais il y a aussi après d'autres enjeux qui sont aussi des enjeux du consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un avion, c'est un appareil qui est totalement autonome. Donc il peut voler sans pilote un avion. Pour autant, moi, je ne monterai pas dans un avion sans pilote. Je crois que le temps où on va monter dans une voiture où il n'y a absolument personne pour intervenir sur l'auto est peut-être un temps qui n'est pas celui de nos contemporains, en tout cas qui va mettre quand même un petit peu de temps. En revanche, la voiture sur des plus longues distances, type trajet autoroutier qui va pouvoir toute seule conduire 200 km à allure continue, je crois, j'espère que ça va arriver très vite parce que ce serait très pratique. Alors, chez Blablacar, peut-être qu'on aura des annonces. J'ai un véhicule semi-autonome qui veut monter avec moi. Tout à fait. Alors, bon, on est assez d'accord en termes, je pense, de l'horizon temps de ces changements. La réalité à moyen terme ou court terme, elle est sur la voiture connectée. La voiture autonome, c'est un petit peu plus loin. Mais nous, il faut rappeler que sur Blablacar, c'est du partage de frais. Donc, contrairement d'ailleurs à ce qu'on parlait tout à l'heure des Et on VTC, parle où c'est ou pas pareil, donc c'est une c'est vente de blabla service. ou blablabla ou... Tout à fait. moins. En plus, c'est convivial. Sachant que dans le VTC, on n'est pas obligé de parler, ni obligé de subir la conversation du chauffeur d'ailleurs. C'est le tout premier code d'ailleurs, c'est qu'un chauffeur ne doit pas parler à Voilà. son client. Et donc ça illustre en fait très bien la différence entre les deux expériences, puisque dans un cas on vend un service, alors que dans le nôtre c'est un partage de frais, un partage de trajet. Donc que la voiture soit autonome et qu'il n'y ait pas un conducteur, finalement ne changera pas la nécessité de partager d'un point de vue aussi bien financier qu'environnemental ou même la qualité de l'expérience sociale. Question rapide pour PSA Renault. Vous avez le sentiment qu'on est vraiment en train de changer d'air au niveau de la mobilité, ce qui a un impact aussi sur votre activité première, hein. Oui, très clairement. On voit aujourd'hui les choses évoluer très très vite. Plein de choses s'ouvrent. Et avant de parler de ce qui se passera à l'horizon de la voiture connectée, qui est encore la voiture autonome en particulier, qui est un petit peu lointain, aujourd'hui il faut déjà observer ce qui se passe et pouvoir répondre aux demandes des clients. Elles évoluent fortement. On voit beaucoup de choses changer et il faut proposer et observer ce qui va se passer et évoluer avec la demande du client. Donc soyons aussi assez pragmatiques aujourd'hui pour adresser les demandes du moment. Je reprendrai ce dernier mot, pragmatisme. Très clairement, on est parti des besoins clients, comme je le disais tout à l'heure. On a identifié des premiers appels d'offres, des besoins, bien sûr des utilisateurs que nous sommes tous, mais en même temps des entreprises et des collectivités locales, et on a voulu y répondre. C'est la première étape. Et en même temps, on a voulu répondre
de manière opérationnelle, très opérationnelle, en s'appuyant sur nos réseaux, sur nos forces, et en même temps avec un modèle économique qui était très clair. Alors, ce qui m'intéresse encore de la part des constructeurs, mais les autres pourront bien sûr commenter, on voit quand même certains constructeurs, certains acteurs qui s'engagent clairement pour le taxi autonome, jusqu'au taxi autonome. Bon, il y a l'accord Volvo-Uber, mais même Ford récemment a pris la parole là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel PSA pourra aller un jour, parce qu'on a compris que c'est pas demain matin? Oui, absolument. Toutes les formes de services qui pourront répondre à un besoin d'usage d'un client, c'est ça qui est important. Et je crois que vraiment revenir aux besoins du client et ensuite la technologie qui va être derrière, c'est une manière de servir ce besoin du client. Aujourd'hui, on a une grande chance, c'est que des nouvelles technologies arrivent. La voiture connectée, c'est quelque chose qui permet de faire tout un certain nombre de choses. Mais je crois que, encore une fois, servir le besoin du client est extrêmement important. Nous, c'est notre focalisation. C'est pour cela que on fait muter un petit peu le core business de notre entreprise. Et ça suit derrière, parce que bon, il y a ceux qui impulsent la direction et il y a quand même des concessionnaires qui sont habitués à une certaine rigidité jusqu'à présent. Les concessionnaires, je pense que c'est un très bon point. Les concessionnaires, ça va être d'excellents relais de services de mobilité. C'est ce que c'est aujourd'hui, par exemple, dans le service Peugeot Rent, de la location courte durée des véhicules des concessionnaires. Donc c'est un relais de mobilité. Ils le font aussi. Enfin, qui va pouvoir jouer un rôle énorme à l'avenir, parce que c'est un maillage du territoire qui est très profond et sur lequel on peut s'appuyer. Donc je pense que oui, il y a un grand suivi en interne dans l'entreprise, beaucoup d'intérêt, beaucoup de support pour tout ça. Tout le monde voit ce monde bouger. On en est particulièrement conscient. Alors le taxi sans chauffeur, on sait que l'Alliance Renault-Nissan est engagée bien sûr dans l'automation de la conduite. Bien sûr, donc le taxi robot, c'est évidemment une étape, ce sera une étape. En attendant, il y a des étapes intermédiaires, dont la première est aujourd'hui et qui consiste à répondre à des besoins clients. Nos concessionnaires sont complètement associés à nos démarches, en fait, et en particulier avec le réseau Renault-Rennes. Je n'y reviens pas, mais nous sommes le premier loueur-constructeur en France. Karim Ferchiou, vous discutez avec les chauffeurs, donc eux, toute cette évolution technologique, comment ils la vivent, comment ils l'analysent? Très bien, parce que déjà on a une cible de gens qui sont très connectés. La moyenne d'âge des chauffeurs VTC fait que c'est une nouvelle génération qui a grandi avec les nouvelles technologies, donc qui sont très à l'aise avec ça. Toutes nos voitures ou presque sont équipées du Wi-Fi à bord, donc on est capable de faire beaucoup de choses. En revanche, il y a un sujet majeur aussi qu'il faut adresser quand on parle de voitures autonomes, et j'ai assisté à une très belle conférence il y a quelques semaines à ce sujet. C'est la sécurité technologique, c'est-à-dire l'intrusion de virus dans les véhicules. La protection contre les hackers. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore, en tout cas on n'a aucune certitude, quant à la protection que l'on peut faire sur l'attaque informatique d'un véhicule qui serait totalement autonome et qui du coup pourrait être pris, le contrôle pourrait être pris à distance par des personnes malveillantes. C'est un vrai sujet et qui aujourd'hui n'est pas encore adressé, dans le sens où on n'a pas encore les solutions qui vont nous donner toutes les certitudes. Pour autant, nous, c'est un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que la voiture sans conducteur, c'est-à-dire sans personne à son bord comme contrôle, une fois encore, c'est peut-être quelque chose qui arrivera, mais je pense qu'il y a encore un peu de temps. En revanche, une voiture qui, du coup, va proposer plus de services à bord par l'intermédiaire, entre autres, de son conducteur, qui, du coup, pourrait être assisté dans sa démarche, ça va arriver, je pense, assez vite. Un mot rapide, très court, Verena. Ils sont très connectés, les clients de BlaBlaCar? Alors nos membres, puisqu'on est vraiment une communauté, nous on fait de la mise en relation entre des conducteurs et des passagers. Ils sont très connectés, mais on a un âge moyen qui est de 34 ans sur notre plateforme aujourd'hui. Donc on est de plus en plus représentatif de toute la société. D'ailleurs, la population qui est à la plus forte croissance au sein de notre communauté sont au-dessus de 50 ans. Donc on commence vraiment à voir qu'on devient très mainstream, et tant mieux, parce qu'il y a vraiment une grande opportunité encore d'optimisation. On est loin d'être au bout de ça. Donc oui, connectés, mais connectés dans les voitures, leurs voitures individuelles. C'est les voitures des particuliers dont on optimise l'usage, et c'est là où on revient au potentiel aussi de partenariats intéressants avec des constructeurs pour repenser l'expérience du partage dès la construction de l'automobile. Merci à tous pour ce débat. À suivre, notre expert du jour.
Et l'expert du jour, c'est Ali Amami du site Les Mobilistes. Salut Laurent. Ali. Il connaît déjà la télé parce qu'il est déjà venu à On refait le mondial. Exactement. Alors d'abord tes réactions par rapport à ce débat sur les nouvelles mobilités, parce qu'il a été dit beaucoup de choses. Le premier constat que je fais, c'est que les startups, Drivey et Blablacar envoient leurs responsables de communication, alors que les deux constructeurs nationaux envoient eux leurs directeurs pour les services dédiés. Opérationnel, on va dire. Voilà, on va dire les directeurs opérationnels. Je ne sais pas quelle interprétation on peut en faire, mais... Alors, je peux donner une explication, c'est que Paulin de Monton, en fait, pour Drivey, intervenait dans l'Innovation Forum plus tard et que c'était pas facile pour lui de venir. Bon, c'est une réponse. En même temps, je me dis, moi, que les startups ont encore besoin de communiquer et que les constructeurs, justement, ont besoin de se faire connaître aussi, mais pas par le biais de la communication pure, juste en disant, voilà, on est là, on a des services, on a des offres, que ce soit Renault Mobility, que ce soit les différents services que propose Free2Move, donc PSA, à travers ses partenariats. Après, de façon globale, moi j'ai entendu beaucoup de promesses, presque de professions de foi autour des nouvelles mobilités. Là, ça veut dire que tu attends de voir, en fait, c'est ça? Je pense qu'il y a un effet COP21 à peu près sûr. Là, sur le premier semestre 2016... Bientôt, c'est la COP22, parce que Marrakech arrive. Ça arrive vite, mais en tout cas, à la suite de la COP21 en décembre 2015, là, le premier semestre 2016 s'est traduit par une forme d'accélération vraiment remarquable auprès des constructeurs automobiles et en particulier les Français, que ce soit, effectivement, vous en aviez parlé avec les partenariats Travelcar, Coolycar, Communauto pour PSA et le lancement de Renault Mobility cet été. Pour autant, en termes de chiffres purs, en termes de résultats financiers, où est-ce qu'on en est ? Je sais que PSA annonce à un horizon, je crois, 2021-2022 pour 300 millions de chiffre d'affaires. Et encore, ce n'est que le chiffre d'affaires, ce n'est pas des bénéfices. Renault Mobility, c'est naissant, c'est à peine balbutiant, même on peut dire. Drivey, un peu comme son concurrent Wicar, est pour l'instant un peu bloqué par une forme de plafond de verre, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas encore à recruter en masse des propriétaires de véhicules pour les mettre pour augmenter la flotte pour l'instant. Ils occupent le terrain, ils occupent les espaces de publicité dans les transports en commun et ainsi de suite, mais ils restent bloqués à 40 000, grosso modo 40 000 automobiles. Blablacar, la licorne, donc valorisée à $1 milliard. Oui, mais gagne-t-elle de l'argent ? C'est une bonne question. Voilà. Et en plus de ça, pour ce qui est de Blablacar, ça y est, Waze, donc Google, a annoncé plus que son intérêt. J'ai lu ça. Voilà le dispositif lié au covoiturage, et je pense que ça va faire mal. Alors sur le mondial, donc effectivement, il y a Blablacar, il y a certains acteurs, Voiture Noire, on le voyait ici. Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont marqué au niveau de la mobilité? Parce qu'on voit des trottinettes, des vélos. C'est ça qui m'a marqué effectivement. Moi j'étais ravi de voir sur le stand Peugeot l'e-Kick, la trottinette électrique, ainsi que le vélo pliable électrique. D'ailleurs on en a parlé avec Lognan, donc le patron du Peugeot Design Lab, c'est sorti hier sur le Mobilist, lemobilist.com, j'en profite. Il y avait aussi un vélo électrique très, très joli, un vélo à assistance électrique sur le stand Audi, dans la boutique Audi. Donc oui, et puis Skoda par exemple, qui à travers son partenariat avec le Tour de France met beaucoup le vélo. C'est vrai que, alors c'était toujours un peu en arrière-boutique, mais... On le met plus en avant. Mais au moins c'est là. Voilà, je pense qu'il y a 2 ans, on ne parlait pas des vélos, on ne parlait pas du dernier kilomètre, qu'il soit électrique ou pas d'ailleurs, et ça commence à venir. Après, moi ce que je regrette, c'est peut-être pas suffisamment encore de transversalité entre les différents moyens de mobilité. Je sais que c'est le mondial de l'automobile. On voit pas trop le lien, quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que, au contraire, on devrait dire que toutes les mobilités sont complémentaires, qu'elles soient à 4, 2 roues, 3 roues, que ce soit sur les rails ou ainsi de suite. Finalement, déjà, il n'y a pas une mobilité, mais des mobilités. Ali, rapidement, il y a un événement, un salon des nouvelles mobilités qui se tient à Paris prochainement. Alors, je te corrige et je me permets, c'est pas un salon, c'est un festival. Festival, d'accord. C'est comme ça qu'il se positionne. Et justement, j'accepte la correction. Voilà, c'est le festival de la mobilité urbaine, donc c'est Autonomie. Il ouvre pour la presse et les institutionnels demain. Et à partir de vendredi, samedi, dimanche, là qui arrive, à la Grande Halle de la Villette. Donc il y aura plein d'objets roulants non identifiés, comme on les appelle au Mobilis, à tester. Et ça risque d'être assez fun. Merci Ali, sachant que le mondial est aussi ouvert aux nouvelles mobilités que l'Innovation Forum se tient en ce moment. Dans un instant, on parle d'une start-up qui veut se brancher à bord de nos voitures. Michael Fernandez, bonjour, vous représentez Drust. Vous êtes un ancien de PSA. Tout à fait. Dans le domaine des moteurs, hein, si je me souviens bien. Alors, vous avez monté une start-up, alors vous êtes venu avec votre petit boîtier. Oui. Voilà, et ça, on branche ça sur la prise diagnostique.
Exactement, qui ressemble à s'y méprendre à une prise Péritel. En principe, les gens ne la connaissent pas puisqu'elle est cachée dans l'habitacle. Et on ne la voit pas d'ailleurs en général. Et en principe, on ne la voit pas. Elle est cachée au-dessus des pédales, dans la boîte à gants, sur la console centrale. Et elle permet d'accéder à un certain nombre de données utiles sur le véhicule, le moteur et la conduite. Et vous, ce que vous apportez, c'est le décodeur qui va derrière. Exactement. Nous, vous l'avez dit, nous sommes des anciens ingénieurs de chez PSA et ce qu'on aime faire aujourd'hui, c'est vulgariser. Et on découvre à l'écran donc les services qu'apporte justement ce boîtier. Exactement. Alors on voit qu'on va avoir des scorings sur la conduite. On dit souvent chez nous, on aime faire des conducteurs, des super drivers. Des super drivers, c'est des gens qui conduisent mieux, font des économies de carburant et globalement ont un meilleur rapport à leur voiture, notamment en ce qui concerne leur maintenance. Mais ils ont le pouvoir de changer leur conduite. On n'en est pas loin. Le pouvoir exactement, de changer leur conduite pour faire des économies de carburant, 250 € d'économies par an qui ont été mesurées sur notre panel de testeurs depuis plusieurs mois d'expérimentation, et un accès plus vulgarisé, plus simple à la maintenance de la voiture pour pouvoir éviter d'avoir à jongler entre la facture des pneus qui est dans la boîte à gants, le carnet d'entretien qu'on a oublié, etc. etc. Tout ça en lien avec une application sur le smartphone, évidemment. Exactement, tout va se passer sur le smartphone. Le boîtier, on le branche une fois pour toutes. Et on l'oublie, il n'y a pas besoin de le recharger ni quoi que ce soit. On peut l'oublier, il est autonome, il n'a pas besoin de le recharger, il est sur le 12 volts de la voiture. Et il va communiquer en Bluetooth avec l'application mobile qui va délivrer tous ces services-là. Alors Drust a eu un accord avec Floro, donc vous avez commencé par, on va dire, le monde un petit peu des garages du professionnel. Et là, la Massif, donc un assureur quand même assez connu, est maintenant à vos côtés. Tout à fait, un partenaire stratégique dans, on en a parlé ce matin, cet écosystème de la voiture connectée qui est un petit peu complexe, qui est lui-même connecté, puisque tous ces domaines, la prévente, la maintenance, la réparation, l'assurance, sont finalement assez interconnectés. Et donc la Massif, c'est un partenaire qui croit aujourd'hui en notre vision de changer les comportements de conduite. Ça veut dire qu'ils vont vous aider en fait à vendre les boîtiers. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Aujourd'hui, cette levée de fonds de 3 millions d'euros, elle nous sert à soutenir le lancement commercial du produit sur le marché B2C, donc à destination du consommateur, de tout un chacun. C'est-à-dire que par exemple, dans les centres auto, on pourrait imaginer que... Par exemple, on va le retrouver en tout cas à la fin de l'année sur notre site web. Et puisqu'on est au salon de l'automobile et qu'on voit toutes ces nouvelles voitures connectées que nous proposent les constructeurs, notre message aux automobilistes, c'est de dire que votre Scénic ou votre 208 qui attend sur le parking, qui elle n'est pas encore connectée, elle peut l'être à moindre frais pour vous proposer une expérience de conduite Alors justement, améliorée. Tout ça pour le prix de 119 € TTC. Pour le consommateur, avec une montage, application pas de montage, qui est, en fait, il suffit simplement de l'installer. On l'installe soi-même. On veut complètement démystifier cet accès à la prise diagnostique qui est accessible en moins d'une minute sans outil dans l'habitacle. Alors, il y a un historique, parce que sur le marché américain, il y a beaucoup de systèmes similaires et on commence à voir pas mal d'acteurs en France, avec peut-être un jour des grands noms de l'automobile, des grands équipementiers qui vont venir, donc ça crée quand même une certaine concurrence. Tout à fait. Alors après, ça dépend du positionnement. C'est-à-dire que nous, on aime parfois dire qu'on se moque pas mal dans le système du boîtier en lui-même. Ce que l'on fait, c'est pas un boîtier. Ce que l'on fait, c'est apporter des services à valeur ajoutée. C'est l'interprétation des données qui compte. Exactement. Et la manière dont on va les restituer. Donc finalement, oui, il existe une offre de différents boîtiers sur le marché. Nous, on invite les consommateurs et les automobilistes à comparer l'offre de services. Et là-dessus, notre positionnement biais super driver et notre volonté d'améliorer leur conduite avec du feedback temps réel, etc., est relativement innovant et différenciant par rapport aux offres qu'il existe par ailleurs sur le marché. Alors, une question quand même, parce que la prise diagnostique, en général, est utilisée par les garagistes. Ils ont une valise et elle est faite pour les informations de diagnostic. Est-ce que vous avez arrivé vraiment à récupérer des données utiles et interprétables pour votre service? Complètement. En fait, vous savez, il y a quelque chose comme 6000 codes défauts qui sont normalisés par une norme, une directive européenne qui est tombée dans les débuts des années 2000 et qui impose que sur une Dacia comme sur une Ferrari, on ait accès à un certain nombre de codes défauts. Au moins au code de base en tout cas. Au moins au code de base. Après, il ne faut pas se tromper de message, on ne va pas se substituer aux garagistes. Vous savez, nous sommes des anciens motoristes, on est bien placés pour savoir qu'un code défaut, ça ne va pas vous aider à faire un diagnostic complet. Une fois qu'on a le X21C 3D. Exactement. Et il faudra toujours passer chez le garagiste pour faire réparer la voiture. Nous, simplement, ce que l'on veut faire, c'est partager cette information pour améliorer la relation entre l'automobiliste et le garagiste qui s'est peut-être un peu tendue ces 10 dernières années avec l'électronique dans les voitures. Merci Mickaël Fernandez, on termine cette émission avec la Minute Verte.
Et la Minute Verte est consacrée aujourd'hui à Mitsubishi. Le constructeur japonais présente en première mondiale son Grand Tourer PHEV. C'est un SUV coupé haut de gamme, hybride rechargeable. Le GT PHEV reprend la solution inaugurée avec succès sur l'Outlander, hybride rechargeable, à savoir celle d'une architecture de véhicule électrique, donc pas la simple transformation d'un véhicule à moteur thermique en un modèle hybride rechargeable. Cette technologie fait appel à un bloc batterie de nouvelle génération à haute capacité et haute densité énergétique de 25 kWh monté sur un plancher. Autre particularité, ce SUV embarque 3 moteurs électriques compacts, puissants et à haut rendement énergétique, des moteurs associés à des inverseurs de fréquence intégrés au carbure de silicium. Le système permet d'étendre la plage de vitesse dans laquelle le véhicule est propulsé par les seuls moteurs électriques. A noter que le groupe Motopropulseur intègre également un moteur à essence 2,5 litres spécialement adapté à la technologie hybride rechargeable. En mode hybride série, lorsque le moteur thermique fait office de générateur, il affiche un rendement énergétique élevé. Le moteur thermique a été quant à lui optimisé du point de vue de sa cylindrée pour être utilisé en mode hybride parallèle. Pour faire simple, c'est donc un SUV plus performant qui va rouler plus longtemps en mode électrique. Voilà pour Autotechno. On se retrouve demain pour une émission spéciale consacrée aux startups, mais dans l'immédiat, la TV du Mondial continue. À 14h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Lefrançois pour l'auto dans tous ses états, et à 17h pour On refait le Mondial. Salut à tous.